j'ai pas de... Moi, mes missions, ça va être du rendez-vous conseil, du conseil renforcé, de la dynamique territoriale. Et je vais être sur deux territoires, mais là, on va surtout parler d'un territoire, des territoires ruraux, euh, avec une ville de 13 000 habitants et sinon, voilà, un habitat un petit peu dispersé avec des petits bourgs et voilà, de l'habitat un peu éclaté. En campagne, euh, je vais avoir principalement des ménages qui sont modestes ou très modestes euh, sur ces territoires-là. Et c'est important de préciser que ce sont des territoires qui sont en diffus total. Donc, il n'y a pas d'opérateur ANA pour accompagner les ménages modestes et très modestes. Sur le territoire, on a aussi un SLIM départemental et on va avoir des permanences du CAUE et de la DIL. Merci Manon. Et est-ce que tu peux nous partager pourquoi c'est important pour toi d'agir auprès des ménages en précarité énergétique et qu'est-ce qui fait que ce sujet t'intéresse et te touche particulièrement? Alors, pour resituer, moi je suis conseillère depuis 3 ans et je suis sur ce territoire depuis avril dernier, donc c'est assez récent. Et un peu par la force des choses, je me suis retrouvée à devoir accompagner les ménages en situation de précarité énergétique parce que le territoire fait que on a des ménages modestes et très modestes qui ont souvent assez peu de possibilités financières. C'est une problématique qui revient souvent. Donc, je me retrouve face au fait accompli un peu. Et moi, le territoire étant du FUC, il n'y a pas d'opérateur ANA, je reçois tous les ménages. Je suis, on va dire, la porte d'entrée quand il s'agit du logement. Alors, il y aurait la DIL aussi, mais là, sur la question de rénovation énergétique, les gens, c'est un peu la porte qui viennent pousser. Quand ils osent pousser une porte, derrière, il y a des problématiques qui vont être parfois plus profondes. Et moi, de par mon rôle de conseiller, j'ai un devoir de réorientation vers les acteurs compétents. On l'a vu avant, le conseiller France Rénov', on est là pour informer, conseiller, orienter. Et, euh, et donc, j'ai un devoir de réorientation vers les acteurs. Euh, c'est déjà difficile sur un territoire qui est en diffus pour nous et c'est pas forcément facile non plus pour les ménages d'aller trouver les acteurs qui les concernent et qui vont être compétents. Et comment tu t'es formée sur le sujet, enfin, comment tu t'es formée et comment tu t'informes aussi au quotidien sur le sujet de la précarité énergétique? Alors, un peu au fil de l'eau, parce que moi, j'ai pas du tout une formation. Alors, j'ai ni une formation technique, ni une formation sociale, mais on parle bien de social quand même, là, sur certaines problématiques. Donc, je me forme au fil de l'eau, selon les situations rencontrées. C'est pas facile de trouver des ressources et des informations pour des solutions concrètes pour les ménages. Il y a un vide un peu sur ces territoires-là qui fait que voilà, c'est un peu compliqué. Alors moi, j'ai la chance d'avoir au sein d'Alizé un pôle précarité, donc des collègues qui travaillent sur la précarité énergétique. Euh, et donc, ils vont pouvoir m'orienter. Ils sont là aussi pour m'écouter quand c'est un petit peu dur moralement. Euh, donc, je peux aller les voir, les rencontrer. Ils peuvent m'apporter des éclaircissements sur des questions, des situations concrètes, comprendre l'écosystème, comprendre la précarité énergétique. Petit à petit, je trouve des solutions, enfin, je trouve quelques ressources supplémentaires. Et parfois, ils vont aussi m'aider à qualifier une situation, si on est ou non dans de la précarité énergétique. Parce que moi, parfois, j'ai pas trop le curseur encore. Euh, Est-ce que cette situation-là, rencontrée, par exemple, va être du ressort de la précarité énergétique ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière en place? Voilà, pour l'instant. Et comment, c'est quoi les indices qui te permettent de repérer justement les ménages en précarité énergétique? À quel moment tu dis, bon ben là,
ce ménage-là et possiblement cette situation. Et au-delà de ça, comment tu adaptes ton approche et ton accompagnement dans ces situations particulières? Euh, il faut savoir que, enfin, pour resituer les ménages, quand ils arrivent en rendez-vous, euh, ils viennent pour des questions de rénovation énergétique, normalement. Souvent, en fait, le rendez-vous, il est plutôt axé sur un logement énergivore, un inconfort. C'est pas rare, mais parfois il y a un achat récent. Et puis, quand on questionne le budget pour les travaux de rénovation, on comprend qu'il n'y en a pas, ou très très peu. Euh, en fait, c'est vraiment en creusant pendant le rendez-vous, on va faire un état de lieu aussi de la maison, du logement, qui va permettre d'identifier des éléments qui normalement ressortent. Mais par exemple, quel est votre moyen de chauffage? J'ai pas de moyen de chauffage. Ça peut être ça. Euh, la production d'eau chaude sanitaire, ben, j'ai pas d'eau chaude sanitaire en fait. Donc là, voilà, il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille. Donc je creuse, hein, j'y vais doucement, mais sûrement, un peu comme je peux. Mais voilà, parfois il y a des problématiques qui sont associées, du péril, de l'indécence. Euh, aussi, quand on effectivement, on va avoir un ménage qui nous explique que sa température de consigne, elle est à 16 degrés, euh, 15 degrés ou 13, euh, et parce qu'ils n'ont pas la capacité financière de chauffer davantage. Donc là, déjà, là, en général, le rendez-vous, il prend une autre tournure et moi, je revois les priorités. J'adapte ma posture. J'essaye de voir les urgences. Est-ce que la rénovation énergétique, là, c'est vraiment l'urgence? Ou est-ce que permettre à la personne de se chauffer, d'avoir moyen de chauffage, d'avoir de l'eau chaude sanitaire, c'est pas plus urgent? Donc parfois, il y a vraiment des rendez-vous, on va pas parler de rénovation énergétique, on va vraiment essayer d'orienter pour gérer les urgences au plus vite. Euh, je vais aussi orienter hein, vers les acteurs compétents. Parfois, j'oriente un ménage vers plein d'acteurs, la DIL, le CAE, le SLIM, la CLCV, les associations de consommateurs, le CCAS, la Maison de la Justice et du Droit, ce genre de choses. Euh, mais voilà, je m'adapte parce que j'ai pas de formation sociale. Donc, je joue avec mon côté humain, mon côté sensible au niveau de la posture. J'essaye d'aborder la question doucement, d'établir une relation de confiance avec le ménage pour qu'il essaye de se livrer un peu plus pour moi pouvoir mieux comprendre et savoir vraiment où on se situe dans le niveau de précarité énergétique ou d'indécence, d'insalubrité. Et j'essaye d'être vraiment dans l'écoute active, de laisser les gens dérouler, de- d'entendre, d'écouter. Et voilà, je suis plus vigilante. Euh, je vais aussi lancer plus facilement un conseil renforcé avec ces ménages-là pour pouvoir les accompagner et les accompagner dans leur démarche, notamment pour aller rencontrer les différents acteurs du réseau et trouver des leviers. Parce que c'est vraiment ça la difficulté. J'oriente vers le slim aussi, souvent. Ça va permettre une visite sur place et ça va pouvoir apporter des solutions concrètes comme le FSL, le Fonds Solidarité Logement, pour payer les factures ou une intervention des compagnons bâtisseurs pour sortir, par exemple, parfois de l'indécence, hein, ça le permet. Euh, Ça demande beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas d'opérateur ANA et donc on tourne souvent en rond en fait pour les possibilités d'action. Euh, donc, puis la question financière est vraiment au cœur, hein. Donc, c'est vraiment le frein qu'il faut réussir à lever. Et ça, c'est un gros enjeu qui n'est pas toujours simple. Et tu parlais justement des acteurs, du coup, c'est avec quels autres acteurs locaux vous avez créé des liens pour essayer de renforcer cette coordination d'acteurs dans la lutte contre la précarité énergétique? Euh, Moi, j'utilise ma mission de dynamique territoriale, hein, donc j'essaye de faire réseau un petit peu sur mon territoire, d'aller au-devant des acteurs, parce qu'en fait, il n'y en a aucun réseau sur le territoire. Le PCI
agit peu. Et donc, j'essaye de créer les liens avec les acteurs locaux. Je vais à leur rencontre, donc ça va être l'ADIL, ça va être le CLIC, alors à venir le CCAS, je les ai pas encore rencontrés, hein, les travailleurs sociaux, le SLIM, pour pouvoir croiser nos approches, donner un panel de solutions, mais c'est toujours très difficile d'agir et de lever le frein financier qui est quand même voilà le nœud de tous ces problèmes-là, ces problématiques. Et pour pouvoir sortir de la précarité énergétique, il y a réellement, je crois, une question financière. Euh, pour lever ces freins, c'est vrai qu'il y a vraiment une prise de conscience du territoire qui est indispensable, qui est vraiment primordiale. Pour mettre les moyens pour accompagner en fait les ménages, pour compléter l'écosystème, parce que sans ça, en fait, moi, sur ce territoire, en fait, on n'arrive pas à mobiliser les aides financières nationales parce qu'il n'y a même pas, en fait, la possibilité de payer un accompagnement, d'un accompagnateur Rénov et d'un MAR plus pour les questions d'insalubrité. Donc, en fait, il y a des solutions nationales, mais si au niveau du territoire, euh, il y a pas de solution technique et financière, en fait, on est complètement bloqué. Donc, il y a vraiment une prise de conscience du territoire qui est vraiment nécessaire pour trouver des solutions sociales et permettre des solutions pérennes, en fait, des solutions pérennes et agir sur l'ensemble des champs, donc la précarité énergétique, la rénovation énergétique, l'insalubrité, l'indécence, le péril. Merci Manon pour ces partages. Merci. Alors, comme le disait Aurélien, on va prendre des questions, mais à l'oral. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir lever la main et puis on va vous demander, enfin, on va sélectionner donc la personne qui va lever la main et vous allez sûrement recevoir un petit message qui vous demande d'accepter d'ouvrir votre micro pour pouvoir poser votre question. Donc, on vous invitera à vous présenter avant de poser la question à Manon. J'ouvre le micro à Jessie Lelouch, si cette personne veut Oui, prendre la bonjour. parole. Vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Oui. Alors, je suis Jessie Lelouch à l'Alex Sud parisienne, donc Espace France Rénov pour les territoires de Grand Paris Sud et Val-d'Ir-Val-de-Seine, pour les deux agglos. Et en fait, je voudrais, parce que j'ai pas bien noté, les différents organismes vers qui vous renvoyez quand il y a un problème de paiement de facture, etc. Il y avait le CCAS et il y en avait deux, trois autres, mais j'ai pas eu le temps de tout noter. Si c'était possible de me les redire. Alors là, ça va être effectivement le CCAS, les travailleurs sociaux, mais aussi le SLIM départemental, qui va pouvoir orienter vers, par exemple, alors c'est les travailleurs sociaux aussi, si je me trompe pas, qui peuvent orienter vers le Fonds de solidarité logement pour aider à payer les factures, effectivement, les factures de chauffage. Euh, il y avait ouais, essentiellement Il ces y avait acteurs-là. le SL quelque chose. Le, J'ai la pas. CLC, la CLCV? Peut-être, oui. Alors c'est Alors, la CLCV, c'est une association de défense des droits des consommateurs. Donc, parfois, moi, ça m'arrive de renvoyer pour des... Parce que il y a parfois un panel de problématiques, mais qui sont toutes liées. Et la CLCV, ça va être plutôt sur les arnaques, les travaux qui sont commencés, qui sont pas finis, Mhm. non, Non, là c'est c'est plein de choses, vraiment en fait. pour le paiement des factures, quoi. Là j'ai le cas d'une Ouais. dame FSL, je qui. crois, Manon. FSL, tu avais mentionné. Le FSL, ouais, c'est ce que je disais, le FSL, le Fonds de D'accord. solidarité logement. Ouais, Ok. Ok. Bon, ben merci beaucoup. merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour une question pour Manon? J'ouvre le micro de Elisa Plekanec. Elisa, est-ce que vous avez reçu peut-être un petit message vous demandant d'ouvrir votre micro? Sinon, on va passer la parole à quelqu'un d'autre.
Ah, si, ça a l'air de fonctionner. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, J'ai pas levé la main, donc je sais pas pourquoi mon nom est sorti. Ah, d'accord, votre main est levée, mais c'est pas grave, je la baisse. Pas de Merci. souci. Alors, qui d'autre? Excusez-moi, parce que vous êtes nombreux et tant mieux, mais alors du coup, si vous voyez d'autres mains, Aurélien. Ah, voilà. Oui, il y a Agnès, Sandrine Guinness. voilà, j'ouvre la main j'ouvre la parole à Sandrine Guinness. Bonjour, vous m'entendez? parfaitement. J'ai juste une question à vous poser. Ma problématique en termes de ménage en précarité énergétique, c'est comment est-ce qu'on Pardon, fait est-ce pour que vous aller pouvez les vous chercher? présenter, pardon, Sandrine, de quelle Ah structure oui, vous êtes? pardon, excusez-moi, vous avez Merci. raison. Donc Sandrine Guinet, je suis chargée de mission en rénovation énergétique pour Seine-et-Marne Environnement et donc je travaille sur Seine-et-Marne, sur deux communautés de communes dans le Seine-et-Marne Nord. Voilà. Et j'ai notamment un territoire très rural, la plaine, qui s'appelle la communauté de communes de Plaine et Mont-de-France, sur lequel je pense que j'ai quand même pas mal de gens qui sont en précarité énergétique. Mais ma question, c'est comment je fais pour les identifier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à part se mettre en contact avec les CCAS, ce que j'ai déjà fait, comment est-ce qu'on peut faire pour les approcher plus facilement et plus vite? Alors effectivement, vous avez le point de vue d'une collectivité. Moi, c'est des choses que je fais remonter à la collectivité. Par exemple, en tant que conseillère France Rénov, parce que je suis en lien direct avec la collectivité, avec le territoire sur lequel je suis. Donc, je fais remonter les besoins, en fait, les besoins d'action du territoire. Dans l'autre sens, comment aller les chercher euh, avec le SLIM, si vous avez un SLIM départemental, peut-être. Ça peut être peut-être un recours. Parce que le SLIM est là pour accompagner des ménages qui sont dans des situations de précarité énergétique, en tout cas sur la maîtrise de leur énergie. Donc là, ça peut être un interlocuteur effectivement intéressant, à mon Est-ce sens. qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu une tentative de croiser des fichiers entre les gens qui bénéficient des chèques énergie, par exemple, et d'un autre côté, des DPE, enfin des passoires énergétiques, quoi. C'est ça qu'il nous faudrait, en fait. C'est un fichier, comment on puisse leur adresser un courrier. Ouais, alors je sais pas si c'est une pratique qui existe sur certains territoires. Sur le mien, ça n'existe pas. Mm. Mais je pense pas au niveau national. Mais effectivement, ça peut hameçonner, on va dire, certains ménages. Euh, Après, moi, je pense c'est vraiment l'écosystème en fait qui va permettre, l'écosystème local qui va permettre Mm. de diversifier les champs d'intervention et les publics Mm. pour vraiment, on va dire, ratisser un peu large et avoir une meilleure connaissance des ménages vont rencontrer des difficultés énergétiques. Bon, bah ok. Je vous remercie. Et je me permets aussi de rajouter aussi qu'il y a aussi en termes de repérage, les fournisseurs d'énergie qui ont cette obligation de transmettre les fichiers de personnes impayées aux services sociaux CCS et services sociaux des départements. Et Et ben, il je peut vous parfois remercie aussi. arriver, Tu vois. et il peut Les, parfois arriver que ces CCAS transmettent les listes aux espaces conseils France Rénov. C'est des choses qui, sur certains territoires, existent. Et après, ça pose effectivement des questions d'RGPD, comme c'est ah indiqué oui. en Mm. réponse. Ça peut être le cas. Est-ce que je prends une dernière question, Anne-Valérie, ou... Eh ben non, Constance, Ah, voilà. on va Très bien. devoir poursuivre. Encore merci Manon. Et on va poursuivre Merci. avec Lysène Cronier de l'ALECOV. Et donc Lysène, pareil, je te laisse te présenter et présenter ta structure et ton territoire. Bonjour, donc oui, Lycène de l'ALECOP, donc Agence locale de la maîtrise de l'énergie et du climat du pays Centre-Ouest Bretagne. Euh,
on est sur un territoire particulier dans le sens où on est sur 3 départements. On a donc 5 communautés de communes dans notre champ d'action, euh, principalement des petites communes. Je vous laisse voir les chiffres que j'ai inscrits là sur la présentation, mais globalement, voilà, territoire rural, habitat dégradé, voire très dégradé, population précaire et vieillissante. Euh, voilà, c'est un territoire où il y a beaucoup à faire sur le sujet évidemment de la rénovation énergétique, couplé avec la question de la précarité que l'on traite quotidiennement en fait. Je pense que on a des difficultés à répondre à l'ensemble des demandes, mais on est sur un territoire où la prise de conscience est relativement importante de la part des chargés de mission habitat des collectivités, mais aussi des élus. Donc, ça nous permet de mettre des choses en place. Euh, Moi, je suis conseillère France Rénov depuis 3 ans et, euh, et j'ai été référente structure locomoteur. Donc, c'est un programme justement qui a vocation à faire du repérage de situations de précarité. Euh, Ça montre bien à quel point les collectivités ont décidé de prendre la chose en main. Euh, Nous, sur la structure de la LECOB, on est l'espace Conseil France Rénov'. Donc, on est vraiment le guichet unique sur la question de la rénovation, bien identifié comme tel depuis 20 ans. On a des permanences délocalisées qui sont bien connues également. Et on a la chance d'avoir en interne le portage des SLIM avec 3 chargés de mission, donc une par département. On, on a vraiment beaucoup de chance. On a aussi un fonds zéro abandon avec la Fondation pour le logement des défavorisés. Et enfin, on a une de nos collectivités qui est territoire zéro exclusion énergétique. Donc, en termes de solutions, on a quand même des outils en plus, ce qui évite les frustrations parfois. Voilà. Et Lucène, pourquoi pour toi c'est important d'agir auprès des ménages en précarité énergétique? Je dirais que on peut pas avancer sur la question de la rénovation de l'habitat si on ne traite pas la question de la précarité en amont. Euh, et en fait, force est de constater que les, les appels que l'on reçoit et les demandes que l'on reçoit, euh, évidemment, en premier abord, elles portent sur l'énergie. Et finalement, quand on commence à creuser, on se rend compte que il y a de la privation, il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des pathologies du bâtiment qui sont liées au fait que le bâtiment est vieillissant et non entretenu. Et c'est à force de gratter et de tirer le fil qu'on se rend compte qu'il y a de la précarité qui n'est pas limitée à la question énergétique. Ça nécessite de poser les questions, évidemment, en suivant le fil de la raison de l'appel, mais surtout d'aller chercher à identifier tous ces indicateurs, que ce soit les températures dans lesquelles vivent les gens, le fait qu'ils n'aient pas de chauffage, qu'ils n'aient pas d'eau chaude, ou qu'ils soient en privation, ou qu'ils puissent pas se payer la fourniture d'énergie. Et quand on va plus loin, ben, nous, on est en Bretagne, on est une région assez humide, donc on a aussi des problématiques qui vont aller sur de la pathologie du bâtiment qui peuvent être plus graves avec l'apparition de la mérule. Et là, eh ben, si on est terre à terre, on est sur des ménages qui peuvent pas se payer les traitements liés à la mérule. Donc, comment on fait? Ben, on creuse, on creuse, on creuse et on trie.
On fait beaucoup de tri. Moi, mon rôle, c'est garde-triage au quotidien. Je traite les appels entrants et les demandes par mail. Et, c'est de cette façon que j'arrive à identifier petit à petit. Parfois, une fois que j'ai l'information qui fait tilt, je vais pas au-delà. Je vais tout de suite envoyer vers mes collègues du SLIM qui sont dans le bureau d'à côté, ce qui facilite grandement les choses, évidemment. Et quand j'ai un doute, eh ben, de toute façon, il y aura un conseil, un rendez-vous avec du conseil personnalisé qui permettra d'aller plus loin si besoin. Mais l'idée étant que, enfin, pour nous, traiter les questions de rénovation énergétique, si il y a une problématique urgente, si on la traite pas, on ne pourra pas aller dans un dispositif MaPrimeRénov'. Ça, c'est pas la peine. Il faut régler l'urgence d'abord. Et souvent, ça permet de lever les freins. Et comment, justement, Lisanne, tu adaptes ton approche? Est-ce que je sais pas, dans le vocabulaire utilisé, ou comment tu adaptes ton accompagnement, ton approche auprès de ces ménages-là? Je reprendrai les mots de Manon. C'est l'écoute active. Et puis après, c'est à force d'échanges et d'apprentissage avec les ménages eux-mêmes, les habitants, et puis avec mes collègues. Euh, Au vu du nombre de situations qu'on rencontre, on finit par être habitué aussi à, à certains indicateurs et, et aussi à la manière dont les habitants ils abordent certains sujets. Il y a des habitants, jamais ils vous diront qu'ils se chauffent pas comme ils voudraient. Jamais ils vous diront que c'est parce qu'ils peuvent pas acheter de fioul. Ils vont pas le dire. Donc, c'est l'écoute active qui fait qu'à un moment donné, on va être en capacité d'aller un cran plus loin et de permettre une prise de conscience qui parfois peut être un peu violente pour les ménages, hein, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que des ménages qui vivent en situation de précarité énergétique, parfois ils ont l'impression d'être dans une sobriété subie, mais ils voient la sobriété. Et puis ils sont habitués, ça fait des années qu'ils vivent comme ça, donc ça leur semble être une normalité. Et on est là des fois pour leur rappeler que ben non, 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 c'est pas tout à fait normal, mais que on peut essayer de faire quelque chose. Et, en fait, moi, je rebondis sur ça. C'est, ben voyez, là, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on essaye de vous aider d'abord là-dessus? Et une fois qu'ils sont d'accord, je peux transmettre les informations à mes collègues. Mais c'est vraiment les écouter et des fois, ben oui, des fois, il faut remettre les choses à leur place parce que les habitudes font que les gens vivent comme ça. Ils se rendent plus compte. Ils se rendent pas compte qu'ils sont dans la précarité. Ils n'ont sûrement pas envie de le voir non plus. Après, on essaye de ne pas utiliser le mot parce que c'est un mot violent. Donc, on va parler souvent, bah, on va plutôt parler de vulnérabilité énergétique plutôt que de précarité, parce que c'est un mot qui peut faire mal, en fait. Et au quotidien, comment tu t'informes, comment tu te formes? Parce que vous avez aussi une particularité aussi au sein de la LECOB, avec les collègues aussi. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Euh, je, je- je me suis formée sur le tas parce que c'est pas mon métier à la base. Donc, évidemment, les formations ADEME, ANA, les MOOC, les webinaires, et puis euh, ben, une curiosité et une appétence parce qu'il y a un besoin, en fait. Donc, quand on fait face à ces questions-là et à ces besoins-là au quotidien, notre rôle étant d'y répondre et on va aller chercher les solutions. Alors, parfois, c'est pas évident d'aller trouver les réponses, mais on a la chance de travailler de manière très étroite avec les collectivités et les acteurs du territoire. Et on peut
on peut appeler la deal et avoir des échanges pour savoir si vraiment là, on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus grave. On peut se tourner vers les cellules mal logement. Je n'ai pas parlé de ça, mais tout à l'heure, on parlait un peu de l'implication des collectivités. Ben, la prise de conscience, elle peut aussi venir de la mise en place d'une cellule mal logement dans laquelle les acteurs peuvent se regrouper, donc les ECFR, les chargés de mission SLIM, les chargés de mission Habitat de la collectivité, les CCAS, les compagnons bâtisseurs, l'ADIL. Et euh, quand on se réunit dans une cellule mal logement pour parler de situations concrètes ou pour se présenter et faire de l'interconnaissance, on s'apporte aussi mutuellement des solutions et de la ressource. Et ça, c'est aussi des choses intéressantes quand il s'agit de toutes ces nuances-là, de décence, indécence, insalubrité, péril, et les réponses à y apporter. Et évidemment, nous, on a un SLIM, donc ce sont mes collègues qui vont répondre à ça. C'est pas moi en tant que conseillère France Rénov. Mais, euh, mais j'ai des indicateurs, du coup, grâce à tous ces échanges qu'on a entre acteurs, voire même les acteurs de la santé, qu'on qu'on oublie un petit peu, mais nous, on a initié des actions, en tous les cas, ouais, des actions d'interconnaissance avec les acteurs de la santé sur les territoires, parce qu'en fait, le, le- la mission concernant l'information sur l'adaptation des logements vieillissement handicap nous a fait prendre conscience aussi que les acteurs enfin les professionnels qui travaillent au domicile des personnes âgées ou handicapées sont témoins quotidiens de certaines situations qui sont liées justement à l'inadaptation du logement, mais parfois aussi aux problèmes de rénovation. Et donc, on a commencé un travail avec eux et c'est plutôt gagnant-gagnant parce qu'en fait, on aide les gens, mais on aide aussi les professionnels qui peuvent pas assurer leur mission dans des mauvaises conditions. Voilà. Très bien, merci Lysène. Est-ce que tu voulais partager autre chose avant qu'on passe aux questions-réponses? Oui, je dirais, comme Manon l'a souligné, alors évidemment, on a la chance d'avoir des outils sur le territoire, hein. C'est vrai qu'il y a les FSL, les fonds zéro abandon, on a des fonds petits travaux, on a les SOS Todi, tout ça, mais on reste assez frustré parce que parfois on a des ménages qui pourraient tout à fait s'inscrire dans un dossier ma prime logement décent et malheureusement, le coût de prestation est un gros frein et les collectivités, chez nous, avec la mise en place du pacte, elles ont reculé la mise en place d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et donc euh, on va plus vers des OPA RU, donc OPA renouvellement urbain. Euh, et finalement, ça a pris beaucoup de retard et on n'a pas de financement au niveau des collectivités pour aider les ménages très modestes à financer cette prestation qui est trop élevée, quoi. Clairement, hein. Comment dire à un ménage en précarité qui va avoir un chantier à 50 000 euros qu'il faut en plus qui débourse 4 000 euros, même si c'est pas d'un coup, même si on leur dit que ce sera en plusieurs fois, ben, la pilule est difficile à avaler, quoi. Eh bien, merci Lysène pour ton témoignage. On va passer aux questions. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez lever la main et Constance va ouvrir quelques micros. Je me permets, Anne-Valérie, parce qu'il y a une question Oui. dans les questions-réponses que plusieurs personnes soutiennent, donc je me permets de la relayer, de Laura Dernancourt, qui souligne que les rendez-vous sont parfois un peu courts pour lever les situations de précarité énergétique, que certaines questions peuvent être perçues comme trop directes. Et donc, elle demande, une solution serait-elle d'avoir une liste de red flags qui amènerait à creuser? Alors, je sais que Manon t'en a parlé là au début quand je lui disais, est-ce que vous avez un système de chauffage, un système d'eau chaude? Est-ce que vous pouvez peut-être présenter d'autres red flags voilà, qui vous amènent à creuser l'échange? Moi, je leur demande si éventuellement il y a des difficultés au niveau des factures d'énergie. Parce que quand ils
parlent de certaines problématiques, travaux, c'est souvent pour réduire la facture et gagner en confort. Donc, en partant sur cette idée de facture et en voyant avec eux si éventuellement, justement, il n'y a pas une problématique là-dessus, on va pouvoir aller un peu plus loin pour savoir si éventuellement on est carrément sur de l'impayé ou sur de la restriction, enfin, de l'autocensure pour être sûr justement de ne pas être en impayé. C'est, c'est, c'est une des possibilités de leur dire, ben, parce qu'on peut aussi analyser vos factures d'énergie, quoi. Ok, merci. Je me souviens aussi qu'une de vous deux, je crois, avait parlé de la buée sur la vitre, non? Je crois qu'il pouvait Ah Mm. oui, indiquer un... oui, c'est vrai. On a souvent ce petit détail quand les ménages déroulent un peu leurs questions ou les problématiques qu'ils rencontrent. Ils vont souvent parler des huisseries qui sont à remplacer. Et bien souvent, le fait de leur demander parce que vous avez de la buée sur vos carreaux. Et là, on a encore un petit indicateur en plus, mais il faut en creuser plusieurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, mais si vous couplez la question d'un peu de buée, la question des factures ou de la température de la pièce à vivre, on va dire, parce que parfois, c'est surtout là qu'ils y prêtent attention. Déjà, c'est des indicateurs qui aident un petit peu. Hmm, merci. Je peux prendre une question à Valérie? Oui, Je suis désolée, hein, c'est très aléatoire, hein, mais Karine Friand, par exemple? alors qui lève la main, oui. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, bonjour. Je suis Karine Friand, je travaille à l'ALEC des Vallons de Vilaine, en Bretagne aussi. Je suis un petit peu en train de creuser le sujet de la précarité chez nous, parce que ça nous intéresse et parce que effectivement, dans mon bureau, très souvent, je me rends compte que les gens qui viennent pour de la rénovation, c'est aussi très souvent parce qu'ils ont pas, ils ont des difficultés en fait à payer leurs factures. Donc voilà. On n'a rien qui est mis en place sur le territoire. Il n'y a pas de slim, il n'y a aucun fonds, il n'y a rien du tout. Moi, j'avais une question, peut-être pour ceux qui n'ont rien sur leur territoire. Comment vous faites justement pour gérer les urgences? Parce que il y a. Alors, Lysène disait tout à l'heure, en fait, il faut d'abord, avant peut-être de partir dans une réno, gérer l'urgence. Moi, ma question, c'est cette urgence, c'est quoi? Est-ce que c'est payer une fois une facture? Est-ce que c'est payer toutes les factures? Est-ce que, qu'est-ce que, comment on fait en fait? Est-ce qu'on fait, alors dans une moindre mesure, une animation sur le territoire sur les éco-gestes, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais voilà, comment on gère l'urgence quand on n'a pas grand-chose mis en place sur le territoire? Et qu'est-ce que gérer l'urgence? Euh, Tout à l'heure, Manon a parlé du Fonds de solidarité logement. C'est vrai que le travail en collaboration avec les CCAS, euh, encore faut-il après que le ménage accepte d'aller voir une assistante sociale, mais en tous les cas, le Fonds de solidarité logement, il peut venir justement sur un achat de bois, de fioul ou sur le règlement d'un impayé d'énergie. Après, c'est vrai que traiter l'urgence, qu'est-ce qu'est l'urgence? Ben, l'urgence, c'est que la situation s'empire pas pour le ménage, donc qu'il s'enfonce pas dans une dette, parce qu'on voit aussi souvent quand même des échéanciers de factures qui sont mis en place qui sont incroyables. Donc, il y a ça, il y a le fait de revoir avec eux leur contrat d'énergie, ou de Ouais, les amener en tous les cas à les comparer en allant sur les sites dédiés comme Je rigole. site du médiateur de l'énergie, quoi. Et puis c'est surtout après est-ce que l'urgence, ça va être de trouver
un fonds pour un reste à charge. Nous, on avait quand même là en ce moment, on est dans la période sur des poêles qui sont alors, il pourrait être efficace, mais on a une vitre cassée, par exemple. Donc là, en plus, on a un risque, enfin, ça peut être dangereux. Ben là, on va essayer d'aller vers les assistantes sociales pour demander si on peut avoir, via le département, un petit déblocage de fonds. Mais c'est vrai que D'accord. sans outils, c'est compliqué. Ouais, sans outils, c'est compliqué, mais du coup, toi, tu le fais avec le titre de conseillère France Rénov ou avec le titre aussi, euh, entre guillemets, de l'ALECOB parce qu'elle est aussi dans un slim. Donc, Ouais, en fait, c'est là que moi, j'ai du mal parce que nous, il n'y a pas de slim, il n'y a rien. ouais. Et tu le fais à quel titre, en fait, ça? Lycéenne, une La prise de réponse contact très avec le courte, CCS. on va devoir passer au dernier Ouais. témoignage. Alors, c'est vrai que quand j'identifie une situation où il y a vraiment un travail à faire avec le CCAS, où il va falloir des échanges, etc., j'envoie vers mes collègues du SLIM. C'est mes collègues qui vont s'en charger. Si je sens que, on est sur un ménage qui a besoin d'abord de digérer ce que je viens de lui dire et qu'il faut qu'il prenne aussi un petit peu en main le sujet, ben, je vais lui donner les contacts pour que lui le fasse lui-même. Mais c'est juste le dosage entre les deux, quoi. Il y a des ménages qui seront pas en capacité de faire eux-mêmes. Et là, ben, on a la Oui. chance d'avoir le slim, mais après, sinon, il faut les pousser vers les CCAS ou créer du lien avec les CCAS, quoi. Mm. Ok, Merci, merci. Lycéenne. Et on va passer au troisième et dernier témoignage avec Paco Guardado, excuse-moi, de la DIL du Doubs. Je te laisse la parole, Paco. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais me présenter, Paco Guardado. Donc je travaille depuis 3 ans et demi à la Maison de l'Habitat du Doubs. Donc simplement la Maison de l'Habitat du Doubs, on a de la chance que j'entendais la précédente question qui évoquait effectivement le manque de partenariat, enfin en tout cas de partenaires. Moi j'ai la chance de travailler dans une association qui en regroupe plusieurs, donc une ADIL et un CAUE. Donc moi, je suis salarié de l'ADIL et on est espace conseil France Rénov dans cette ADIL. Moi, je suis menuisier ébéniste à la base, donc j'ai un bagage plutôt technique. Et puis, comme l'ont dit mes collègues, hein, on va dire comme ça, effectivement, ça a été plutôt une formation sur le tas avec les formations ADEME, France Rénov, Delana, les webinaires, et puis voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc comme j'ai eu la chance d'intégrer une ADIL, moi la précarité énergétique, c'est quelque chose que j'ai pu toucher du doigt parce que on est très proche avec mes collègues juristes qui traitent, eux et elles, de rapports locatifs. Donc, on a très souvent aussi ben, les oreilles qui traînent et on s'informe beaucoup sur les situations des personnes. Bien que sur notre territoire, on a quand même une particularité, donc on a eu les chiffres de l'INSEE récemment, on a à peu près 50% des ménages qui sont propriétaires occupants et enfin, des ménages précaires qui sont propriétaires occupants. Ce qui a été plutôt assez étonnant pour nous d'apprendre. Donc voilà, sur le volet en tout cas, nous de notre formation, en tout cas moi de la mienne, ça a été avec le partenariat qu'on peut avoir, enfin en tout cas en travaillant dans une ADIL et le partenariat aussi qu'on peut avoir avec le CAUE qui est dans le même bâtiment, parce qu'on travaille vraiment ensemble. Euh, Ma sensibilité par rapport au sujet de la précarité énergétique, après, moi, c'est assez personnel, puisque comment je pourrais dire, j'ai une fibre sociale, on va dire naturellement. Voilà, je travaille par ailleurs dans des associations ou syndicats, donc dans des choses vraiment qui sont axées sur le technico-social, on va dire ça comme ça. Donc, naturellement, je suis plutôt allé sur la fibre d'accompagnement et on va dire, de ciblage des ménages précaires. Euh, donc, comment ça se traduit un petit peu dans le quotidien? Ben, c'est pas du tout le même discours. On parlait tout à l'heure de repérage. Est-ce qu'il y a des red flags? Et ça peut être très intéressant. J'avais jamais travaillé là-dessus. Moi, je me concentre plutôt sur le champ lexical. Le champ lexical employé par le ménage
parce qu'on a l'avantage, nous, on a des rendez-vous en permanence décentralisés qui durent systématiquement 1h30. Donc pendant cette heure 30, on a le temps quand même de discuter. Et en fonction du champ lexical employé par le ménage, froid, facture, argent, buée, condensation, moisissure, etc. Et là, c'est de l'ordre de la bouteille. C'est pas, je pourrais pas vous. J'ai sans doute un algorithme quelque part dans le coin de ma matière grise, hein. Mais c'est sans doute la bouteille qui me fait me dire là vraiment, ça fait 2 fois qu'il me parle de froid. Ou alors, effectivement, qui me dit qu'il porte des chaussettes épaisses. Donc, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire plutôt de confort. Tout se rejoint forcément, parce que s'ils avaient les moyens de plus chauffer, sans doute qu'il y aurait plus de confort, entre guillemets. Euh, donc nous, de toute façon, moi, à titre personnel, j'adapte systématiquement le discours en fonction des personnes. Je vulgarise le plus possible des concepts sans entrer trop dans le détail. On a l'avantage d'avoir vraiment un vrai bagage technique au sein de la maison de l'habitat du Doubs. Donc on est capable de tenir 1h30 vraiment sur un poste, ne serait-ce qu'un poste, et d'aller vraiment dans le détail. Donc quand il s'agit de précarité énergétique, on va pas, on va laisser de côté, on va dire, l'aspect technique pour se concentrer sur le champ social et d'accompagnement. Et pour ce faire, on a des partenariats assez forts. Il faut savoir qu'on a quand même un partenariat fort avec le SLIM. On a un SLIM qui ne fait pas partie de la maison de l'habitat du Doubs. Et ce SLIM, effectivement, donc traite plutôt des rapports locatifs, en tout cas, prend en charge les locataires, alors que nous, c'est plutôt les propriétaires occupants avec les juristes de la DIL. Mais on se redonne, entre guillemets, les contacts puisqu'on a un petit peu ce rôle aussi d'écoute et de guichet unique. Le SLIM sur un autre registre, on va dire. On travaille aussi étroitement avec les délégataires des aides à la pierre. Donc, quand on a des dossiers très difficiles, on communique, on peut faire des réunions croisées, même avec le ménage, avec un juriste et un architecte du CAUE. Ça nous est déjà arrivé. On se met autour d'une table et on discute. Comme on fait partie de la même structure, c'est beaucoup plus aisé de le mettre en place. Et en réalité, il n'y a pas de problématique par rapport à la hiérarchie, parce que ça prend du temps de réunion, etc. Il y a juste à passer le pas de la porte. Donc c'est vraiment plus aisé pour nous. Quand on a des questions vraiment particulières, là aussi, ben, on va frapper à la porte du voisin juriste et on lui pose la question, tiens, pour le cas de Mérules, bon, ben là, j'ai quelqu'un qui a acheté un logement, malheureusement, ben, il ne le savait pas, mais il y a de la Mérule, mais il n'a pas les moyens de faire autrement. Donc c'est particulier. Et on en discute et on essaie d'apporter la meilleure réponse. On a aussi un territoire zéro exclusion énergétique qui a un périmètre spécifique, une OPA avec pareil un périmètre spécifique. Donc on essaie vraiment de mettre tout le monde autour de la table, tous les acteurs et les actrices, et on discute énormément comme on est dans une ville moyenne, mais on arrive quand même vraiment à discuter. L'une des particularités que je n'ai pas évoquées, c'est qu'on est un département qui est frontalier de la Suisse qui marque davantage les inégalités, parce qu'il y a une partie de la population frontalière qui a les moyens, entre guillemets, de pouvoir chauffer aisément, et il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Mais on a un prix du secteur, donc qui est le Houdou, qui est la partie frontalière de la Suisse, où en fait le prix d'à peu près tout est augmenté. Donc les personnes qui travailleraient en France et qui résideraient dans le Houdou sont en réalité en précarité très souvent. Donc c'est pas on n'adapte pas vraiment les mêmes choses, on ne met pas en place les mêmes rendez-vous avec ces personnes-là, même si malheureusement on n'a pas vraiment de solution satisfaisante à proposer, puisque c'est un peu comme les Outre-mer, tout y est plus cher pour une raison X ou Y, mais on ne peut pas extraire, on va dire, si vous voulez, la raison intrinsèque de l'inflation de la géographie elle-même, quoi. Euh, Quoi vous dire d'autre? Nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, à l'instar de mes collègues, que aujourd'hui, c'est très difficile d'aller toucher un public précaire. Il ne vient pas spécifiquement à nous. Et même nous, les années précédentes, on avait, comment dire, le public venait à nous.
Et aujourd'hui, le public, tout le public, hein, venait à nous et on n'avait pas besoin vraiment d'aller faire de l'aller vers. Aujourd'hui, la tendance ralentit et on peine un petit peu à capter les personnes et qui plus est en précarité énergétique. Donc pour y pallier, on va développer en 2026 vraiment de l'aller vers. Déjà des ateliers pédagogiques, donc ce qui sera un petit peu moins vertical, on va dire, que le format conférence. Et puis de là, les verts, basés, on va dire, il y a des cartes qui sont disponibles en ligne sur la répartition des DPE par quartier et d'étiquettes, donc d'étiquettes énergétiques et de moyens de chauffage. Et on va essayer par quartier, voire même parfois, peut-être en faisant du porte-à-porte, d'aller voir les personnes pour essayer justement d'initier un dialogue, de voir ce qu'on peut faire. C'est tout nouveau pour nous parce qu'on n'a jamais fait de visite, enfin historiquement on ne fait pas de visite à domicile et on ne fait pas d'aller vers. Donc c'est tout nouveau. On va essayer de le faire. En parallèle de ça, on a des permanences décentralisées sur tout le territoire. Voilà, je ne vais pas m'épancher plus parce que j'ai dépassé un petit peu le temps qui était prévu, mais si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et Constance va ouvrir vos micros. Merci en tout cas, Paco. J'ouvre le micro de Nicolas Trimaille. Nicolas, il y a peut-être un petit bouton pour valider l'ouverture du micro. Voilà, c'est bon. Super. Ah, il y a un écho quelque part. Là, vous m'entendez? Parfait. Alors, attendez, je vais modifier mon... Ça va venir, ça va venir. Allô, allô. Oui, merci de vous présenter. Oui, donc je disais, je suis Patrick Panton et pas Nicolas Trimaille, qui est mon collègue, et donc je suis en stage sur l'association Innoval en Haute-Savoie. Et j'avais une question concernant justement tous ces accompagnements qui sont à la limite entre les accompagnements sur la question énergétique, mais aussi sur l'accompagnement social. Et je me demandais comment se posait la question du secret professionnel et du secret professionnel partagé dans les situations sociales qui sont des fois des grandes précarités. C'est une question intéressante. Je ne sais pas si je suis la personne la plus compétente pour y répondre, parce que nous, on part du principe que on fait, enfin, on devrait sans doute se poser la question, mais en réalité, on œuvre en toute collégialité, si ça se dit, en toute latéralité avec les partenaires. Euh, voilà, que ce soit les maisons France Service, ça je l'avais pas dit, mais on a aussi des partenariats, on fait nos permanences dans les maisons France Service. On a une prise de rendez-vous un peu comme Doctolib, ce qui facilite aussi aux partenaires la prise de rendez-vous. Donc ils vont sur notre site, ils prennent rendez-vous, comme ça il n'y a pas cette difficulté-là. La question de la confidentialité, elle peut se poser. Après, nous, effectivement, on a, comment dire, on est tiers de confiance, donc par principe, de toute façon, ça devrait être secret, effectivement. On n'a jamais creusé cette question parce qu'on n'a jamais eu de problématique. Donc peut-être que on se cassera le nez à un moment ou à un autre sur un dossier, mais pour l'instant, on fait et on voit après. Une autre question. Et Donne la peut-être pa- aussi merci de fermer vos micros une fois que vous avez posé vos questions. Merci. donne la parole à Rémi Gerbeau. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfait. Oui. Très bien, je vous remercie. Donc, c'est Michel Gerbeau, Éco-Geste Énergie, donc de la coopérative Scorpoxalis. Je me permets d'intervenir parce que je suis formateur pour le dispositif STEAM et également dans le cadre de formation pour le CNFPT sur la précarité énergétique. Et je trouve qu'il serait intéressant d'intégrer dans tous les réseaux d'acteurs, que ce soit les France Rénov, les ADID, etc., justement une formation sur la précarité énergétique. Ça pourrait répondre à pas mal de questions que j'ai entendues, hein, sur quelles actions on peut mettre en œuvre, quels financements sont possibles, comment repérer les acteurs et les nouveaux dispositifs. On a entendu
TZE, territoire zéro exclusion énergétique, on a attendu la fondation pour le logement, etc. Donc voilà, je lance cette bouteille à la mer et j'espère qu'elle sera reprise et qu'elle puisse permettre d'aller plus loin sur cette question de précarité énergétique. C'était ma première remarque globale. Et la deuxième, c'était plus envers l'ANA. Il se trouve que j'inscris aussi des dossiers dans le cadre, je m'occupe de certains dossiers dans le cadre de territoire zéro exclusion énergétique dans le diffus. Et je trouvais ça intéressant quand même que l'ANA mette ces dossiers en prioritaire lors de ses instructions, puisque comme on sait, quand on accompagne des personnes en précarité énergétique, souvent ça peut être long. Les personnes peuvent s'épuiser ou arrêter en cours de route. Et effectivement, quand on a une instruction qui peut durer de 6 mois, voire jusqu'à un an, ça peut mettre en péril le projet. Donc moi, j'aurais une demande à l'ANA aussi d'instruire ces dossiers en prioritaire lors du choix de l'instruction des dossiers. Je vous remercie. Merci. Et je précise que Aurélien fera aussi une intervention à la suite des témoignages pour parler justement des ressources, des formations aussi qui existent. Et pour répondre rapidement à l'instruction des dossiers, en fait, chaque délégation locale est souveraine de l'instruction de ses dossiers. Donc ça, c'est pas du tout enfin, ça relève pas de l'ANA-Siège dont je fais partie. Je sais que parfois, j'ai déjà entendu parler d'un projet justement où il y avait des problématiques de santé. Il y a eu un rapport de santé très conséquent qui a été fourni lors du dossier, ce qui lui a permis de passer avant. Donc peut-être aussi, là, je pense qu'il y a aussi des échanges à avoir avec la délégation locale pour savoir s'il y a des pièces, grilles de dégradation, rapport de santé, photos, etc., qui peuvent alerter et peuvent être des causes sérieuses d'avancement de dossier. Je pense que c'est Et sur ces échanges-là qu'il faut creuser. Vas-y, Paco. pour rebondir sur le sujet, on est en train de mettre en place avec les délégataires justement une priorisation des dossiers si passage de CFR il y a eu au préalable, justement pour essayer aussi de casser la dynamique de démarche, enfin de démarchage. On n'a pas le droit de conditionner, par contre, ils ont le droit de mettre, on va dire, les dossiers prioritaires avec un règlement, et donc le règlement serait passage de CFR au préalable. Ça, c'est un exemple, par exemple, qui est un peu plus large, Oui, mais qui est un exemple, effectivement. un peu plus large. Oui, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que je prends une deuxième question de Valérie ou Oui, on oui, il y a encore continue? le temps pour Alors, je donne la parole à Chérif Ziouch. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on entend très bien. Ah, super, bonjour tout le monde. Moi, je suis conseiller, je suis aussi accompagnateur rénov, donc ça m'arrive d'avoir aussi à visiter des logements qui sont en précarité et indignes. Je rejoins un peu les points à relever. Effectivement, il y a cette condensation sur les menuiseries, le sol qui brille aussi, ça donne un indice également concernant les visiteurs à la maison. Je rejoins Rémi sur de Slim. Nous, on est sur un territoire là où il y a un programme d'intérêt général, un PIG. Et on a aussi des réseaux comme le réseau Ecohabitat qui s'adresse aussi bien sûr, qui s'adresse aussi aux ménages très précaires. Et c'est vrai que par moment, les difficultés rencontrées sont de trouver déjà des artisans parce que le fait de s'adresser à des ménages très précaires, la peur de ne pas être payé à la fin, quitte même à être accompagné. Le deuxième, c'est de trouver le tiers de confiance, la personne avec qui c'est vrai que ces ménages-là sont très solitaires et compliqués à approcher, et de pouvoir mettre déjà un pied à l'intérieur et de voir un peu où on va et solutionner le problème. Moi, ma question, c'était vis-à-vis des conseillers France Rénov, c'est est-ce que quand on trouve un ménage dans cette situation-là, sommes-nous dans l'obligation de déclarer au sein de la préfecture, au sein de CCH et tout ce qui s'ensuit comme organisme pour déclencher des rencontres ou pour assurer un peu le ménage là-dessus, parce que il y a même une situation que j'ai, moi, où la préfecture a émis un, un décret sur une maison qui est en train de s'effondrer, quoi. Mm.
Alors, encore une fois, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour y répondre. En tant que propriétaire occupant, non, de toute façon, il n'y a pas d'obligation, sauf s'il y a un risque réel pour la santé de la personne. Dans ce cas-là, là, juridiquement, c'est encore autre chose. Pour le reste, c'est si elle est locataire, puisqu'il y a effectivement la loi d'essence énergétique. Donc, et encore, est-ce qu'il y a une obligation d'alerte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste sur la question. Mais après, c'est un peu comme, c'est quand même un petit peu en général, il faut agir avec l'accord de la personne parce que c'est contre-productif. Il ne se passera rien de toute façon sans l'accord de la personne, même si on fait un signalement. Il faut l'accompagner, il faut l'embarquer parce qu'en fait, elle va se refermer comme une fleur et ça sera impossible ensuite de récupérer sa confiance. Donc, c'est compliqué hein, parce qu'il faudrait agir, mais en fait, on peut pas agir pour la victime sans son consentement et sans sa participation. Ça, c'est impossible. Et quel que soit le sujet du reste. Eh bien, merci Paco. On va poursuivre avec Aurélien qui va nous présenter des ressources et formations. Oui, merci Anne-Valérie, merci à vous trois pour ces témoignages. Donc effectivement, en complément, et bon, certaines choses que je vais vous présenter ont circulé sur la discussion pendant le webinaire. Partager quelques ressources si vous souhaitez vous former ou rester informé sur le sujet de la précarité énergétique, à commencer par le MOOC Précarité énergétique, comprendre et agir. Donc MOOC, ça veut dire Massive Online Open Course. C'est donc un cours en ligne en fait avec des vidéos, des focus techniques animés, des interviews, des activités de type exercice, quiz, un forum également, il me semble, pour partager avec les autres apprenants. C'est un format très souple, hein, c'est sur une plateforme et vous pouvez avancer à votre rythme. C'est animé par le CNFPT et Claire Solutions. Donc voilà, il aborde les causes de la précarité énergétique, ses conséquences techniques, financières sur la santé, conséquences sociales aussi, fournit les bases pour accompagner les ménages, évoque aussi l'écosystème de partenariat, des partenaires, l'écosystème des partenaires locaux à mobiliser pour pouvoir justement articuler toutes les compétences, aussi bien techniques, sociales, logement, santé, et également découvrir les pistes pour agir sur le bâtiment, les équipements et les usages, donc les différents outils différents types d'actions, typologies d'actions qui peuvent exister pour intervenir auprès des ménages. C'est notamment là où où la question des ratios de consommation peut être abordée, hein. J'ai vu ça circuler. Jean-Luc Doll a répondu à cette question. Le public cible est assez large, hein, mais il concerne aussi les acteurs de l'amélioration de l'habitat. C'est un MOOC qui est découpé en 5 semaines. Il faut compter à peu près 2 heures de charge de travail par semaine. Et il est ouvert donc la plateforme, elle est accessible jusqu'au 9 janvier. Donc ça va peut-être réduire les 5 semaines et les 2 heures de charge de travail par semaine. Mais voilà, jusqu'au 9 janvier, vous pouvez en bénéficier. C'est gratuit. Il faut s'inscrire avant le 8 décembre. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans le support. Je m'aperçois que je ne peux pas vous le partager puisque je ne peux pas poser de questions dans l'onglet questions-réponses et le chat est fermé. Donc on va trouver une Tu peux me solution. l'envoyer Aurélien si tu veux et je peux le mettre. Ouais, ok, merci. Ou peut-être Anne-Valérie, si tu veux bien l'envoyer à Constance, comme ça je peux dérouler. Oui, je vais le Merci. partager. Merci. Autre outil qui a été évoqué également dans les échanges, la fresque de la précarité énergétique qui a été développée et déployée par Stop Exclusion énergétique. Là, on est sur un outil plus de sensibilisation pour sensibiliser différents types de publics, hein, que ce soit les ménages, que les élus ou les citoyens. Ça permet, donc c'est voilà, hein, comme toutes les fresques qu'on peut voir sur différents sujets, hein, on est sur la construction du phénomène de la précarité énergétique avec les causes, les conséquences et les acteurs qui peuvent apporter des solutions aux ménages. Ça permet aussi de mobiliser ça peut être intéressant pour comment dire, des animations partenariales, en profiter pour mobiliser les acteurs d'un territoire sur le sujet. Et ça a été évoqué aussi dans les échanges pendant le webinaire, c'est aussi un moyen de repérer les ménages. Et de manière générale, au-delà de la fresque, les ateliers de sensibilisation peuvent aussi être un outil de repérage aux côtés de ceux qui ont été évoqués tout à l'heure.
La fraise de la précarité énergétique, c'est un atelier participatif d'1h30. Il y a possibilité soit de participer à un atelier qui est ouvert à toutes et à tous, soit en organiser un dans ses propres locaux. Et vous avez possibilité aussi de devenir animateur ou animatrice de la fresque, sous réserve de suivre une formation d'une demi-journée. Et vous pouvez alors la déployer sur votre territoire. Pareil, j'ai mis le lien sur le support qui vous renvoie vers la brochure et qui renvoie elle-même vers les liens des ateliers ouverts un peu sur les territoires et les contacts et tout ce qu'il y a à savoir. Pour rester sur cette exclusion énergétique et la formation ensemblier solidaire, donc ça c'est vraiment le cas, votre structure souhaiterait mettre en place de l'accompagnement renforcé. Voilà, c'est une formation qui se rapproche un peu du métier de CFR, mais c'est quand même très poussé, hein, puisque c'est 105 heures qui sont articulés autour de 12 modules et dispensés par des intervenants experts. On est vraiment sur la montée en compétences pour déployer un accompagnement renforcé de bout en bout. Enfin, voilà, certains ont évoqué réseau Ecohabitat. Typiquement, c'est la méthodologie du réseau Ecohabitat qui a inspiré, il me semble, le montage de cette formation. Voilà, pour accompagner les ménages aussi bien sur le volet social, technique, administratif ou encore financier. Et cette formation est éligible aux professionnels, même s'ils sont hors du programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Je vous ai mis également le lien vers la présentation de la formation et aussi le lien vers le catalogue de formation Stop Exclusion Énergétique. De manière en mode moins formation, d'autres ressources, les ressources du réseau Rappel. Donc le réseau Rappel, c'est donc un réseau de plus de 1000 professionnels qui sont engagés auprès des ménages en précarité énergétique, des professionnels principalement de terrain. Et le réseau vise à participer du coup à leur montée en compétences sur le sujet de la précarité énergétique en favorisant les échanges d'informations, les échanges d'outils, les retours d'expérience, etc. Le Rappel propose différents outils d'animation, un site internet, précarité-énergie.org, sur lequel vous retrouverez les actualités en lien avec la précarité énergétique. Vous retrouverez des outils, des publications, des rapports, des études, un agenda avec les événements nationaux qui peuvent être organisés, les webinaires qui peuvent être organisés, des annonces avec les appels à projets de lutte contre la précarité énergétique. Une médiathèque, enfin, voilà, un certain nombre d'outils qui est en fait un peu la gare centrale des acteurs de la précarité énergétique, du moins des acteurs de terrain de la précarité énergétique. On propose également des webinaires, donc bah, là on est en plein dedans, hein, webinaires comme celui d'aujourd'hui et qui permettent de donner la parole aux acteurs de terrain, comme on l'a fait avec nos 3 témoins. On organise des groupes de travail. J'ai relayé les derniers travaux du groupe de travail dans le chat, puisque une question avait été posée. Groupe de travail, on va mettre différents membres volontaires autour d'une problématique de terrain. Là, en l'occurrence, c'était comment on accompagne les ménages au suivi des consommations. Donc voilà, il y a eu des travaux qui ont été faits en 6 mois avec une boîte à outils qui a été développée. Enfin, mutualisée, les outils qui ont été mutualisés, une boîte à outils du coup, qui a été composée comme ça avec un certain nombre d'outils dedans. Des ateliers participatifs qui sont notamment pendant la rencontre du rappel, la rencontre nationale qui a lieu tous les ans début novembre. Voilà, l'occasion de faire intervenir des partenaires nationaux, des chercheurs et d'avoir des ateliers de co-construction, de retour d'expérience. Voilà, si vous allez sur le site du rappel, vous verrez le programme de la dernière journée qui a eu lieu. Vous y retrouverez des outils de sensibilisation, des guides pratiques, etc. Donc ça, c'est toute la partie outils pratiques qui sont partagés par les membres ou qui ont été fabriqués avec des membres dans le cadre du réseau Rappel, et une newsletter mensuelle, la newsletter mensuelle qui vous permet de rester en prise avec l'actualité de la précarité énergétique tout au long de l'année. Il y a une newsletter par mois, les études du moment à lire, les outils également qui sont relayés. Enfin voilà, c'est un outil qui est souvent attendu de la part des membres. Et si quand bien même vous ne trouvez pas votre bonheur, que vous cherchez quelque chose, un outil particulier sur une thématique particulière, donc ça reste dans le champ de la précarité énergétique, vous pouvez nous contacter, Anne-Valérie et moi, et on pourra vous aiguiller. L'inscription au réseau est gratuite, on va vous transmettre le lien si vous souhaitez vous inscrire. Constance vient de partager le lien là sur le chat. Parfait, merci. Et deuxième grande typologie de ressources, c'est celle de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Donc là, on est plus sur de la
peu moins sur l'outillage, plus sur la connaissance, parce que l'ONPE est porté par l'ADEME et il vise en fait à suivre le phénomène de la précarité énergétique et analyser les politiques publiques associées. Tous les ans, en fin d'année, est publié le tableau de bord de la précarité énergétique. On retrouve tous les chiffres, tous les indicateurs liés à la précarité énergétique. Hein, donc ceux qu'a présenté Constance en début de webinaire en sont tirés. Il y a d'ailleurs un webinaire de présentation le 5 décembre. Si vous allez sur le site de l'ONPE, onpe.org, vous trouverez les informations si vous souhaitez vous inscrire à ce webinaire. L'ONPE a également développé un outil de cartographie qui s'appelle Geodeep. C'est un outil gratuit. L'idée, c'est de pouvoir cartographier sur le territoire les ménages en précarité énergétique, jusqu'à la maille iris, donc jusqu'à la maille du quartier. Sur votre territoire, vous pouvez aller jusqu'à identifier un peu les zones les poches de précarité énergétique jusqu'au niveau du quartier. Ça identifie aussi de mémoire les ménages éligibles à l'ANA en fonction des tranches, bleu, jaune, violet, rose. Enfin voilà, je vous laisse aller le découvrir. Et les ONPE mènent également des travaux thématiques, où là c'est plus des travaux, on va dire, qualitatifs sur différentes thématiques. En ce moment, c'est la précarité énergétique d'été, puisque c'est un sujet qui monte, c'est des enquêtes sociologiques, c'est un groupe de travail qui a été monté sur la mise en mouvement des petites copropriétés, c'est les outils de financement, etc., etc. Enfin voilà, il y a pas mal de travaux qui sont menés sur le sujet par l'Observatoire. Je n'en dis pas plus. On voulait vous proposer un petit temps, je ne sais pas si j'ai l'air d'être dans les temps là, un petit temps pour vous donner la parole si vous souhaitez nous partager vos ressources et ou des retours d'expérience sur les outils qui viennent d'être présentés. Alors Rémi Gerbeau, qui a pris la parole là juste avant, a évoqué donc une formation avec le CNFPT, en partenariat avec le CNFPT, donc, qui a lieu le 9, 10 et 11 décembre à Angers. Il reste des places. Je ne sais pas si Rémi, si tu es encore là, si tu veux nous en dire quelques mots sur peut-être le public et le contenu de cette formation. Oui, c'est possible si vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend. Effectivement, c'est une formation qui s'approche de la formation qui est dispensée dans le cadre du SLIM. Par contre, on est moins sur l'outillage avec les tableurs, etc. On est vraiment sur l'action, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain, quelles sont les solutions, vers quel acteur on peut renvoyer une personne ou un ménage qui est en situation de précarité énergétique, bien comprendre quelles sont les différentes structures qui peuvent aider, leur rôle, à quel moment ils interviennent. Voilà, je l'ai cité, on a parlé de la Fondation pour le logement, à quel moment on peut les solliciter. On a parlé du dispositif MaPrimeRénov', est-ce qu'on est en dispositif renforcé, en dispositif simple. Voilà, bien comprendre tout ça et puis voilà, cartographier les acteurs et quelles peuvent être les aides apportées en fonction des territoires zéro précarité énergétique, SLIM, etc. Et puis on va retravailler un petit peu sur effectivement les ratios de consommation pour quand on reçoit un ménage, qu'est-ce qu'on peut détecter en premier à partir d'une facture, quels sont les équipements dont on va observer quand on va être en visite. On a entendu parler effectivement de la buée sur les vitres, les bouches de ventilation bouchées, le sol qui luit, etc. Et puis également le verbal, comment on peut appréhender cette question-là. L'intérêt également, souvent, c'est qu'on est un groupe de travailleurs sociaux, donc on va aussi partager chacun nos connaissances sur ce domaine et comment on peut agir. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ouvert pour les agents territoriaux à travers le CNFPT. Après, je peux les contacter éventuellement pour voir comment on peut intégrer une personne ou deux qui serait dans le champ de l'associatif ou autre. Merci Rémi. Voilà, peut-être à ce moment-là, mais sur la question je crois que la formation du SLIM est aussi un peu en refonte sur la façon dont ça va être proposé. Donc peut-être qu'il faudra suivre l'actualité en début 2026 parce qu'il va y avoir des formations SLIM qui vont être proposées. Oui. Merci. Merci Rémi pour ce témoignage. Sur le site du rappel, à la rubrique annonce, bien souvent, à partir du moment où on nous en informe, nous on relaye toutes les formations qui ont trait de près ou de loin à la précarité énergétique. Donc pas hésiter à aller dessus et pas hésiter à nous informer aussi, vous, s'il y a des formations nationales qui se mettent en place, même locales. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent intervenir?
J'avais une main levée à voir si la personne est toujours intéressée. Séverine Dehaye. Dehaye. Vous pouvez y aller. Voilà, donc Séverine arrive, je répète les informations concernant le webinaire de l'ONPE. La question a été posée. Si vous allez sur le site de l'ONPE, onpe.org, dans la rubrique Agenda, c'est-à-dire que sur le site, c'est en haut, je sais pas de bêtises. Ou sinon sur l'agenda aussi du Ou sur rappel, il y a l'agenda le du lien rappel, direct. oui, il y a le lien aussi Aussi. direct. Voilà, donc sur le site de l'ONPE, rubrique Actualité, Agenda ou du rappel, rubrique Agenda. Donc Bon, je pense que... Ouais, bah, Non, je écoutez, on pense peut pas. passer. Là, il n'y a pas d'autres mains. Si jamais une dernière main veut se lever. Sinon, sur ce sujet-là, sur vous, quels sont vos outils, quels sont les guides qui vous aident, est-ce que vous avez déjà suivi une ressource et vous vous êtes dit que ça vous avait vraiment aidé? C'est un petit peu ce style de... Ou un témoignage aussi sur les outils présentés, la fresque. Il y a Autodiag aussi, hein, qui est lancé par Stop Exclusion Énergétique, là, alors, qui est plutôt grand public, qui peut aussi être un outil pour que les ménages arrivent à mettre des mots et aussi parfois les liens entre leur logement, leur santé, leur facture d'énergie. Voilà, ça peut aussi être un format. Ah, alors je vois une main qui se lève. Chloé Mathieu, allez-y. Hop. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc moi je suis conseiller France Rénov dans les Hautes-Alpes depuis plusieurs années. Et en fait, c'est l'année dernière où je suis tombée sur le site de Slow It. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'est on va dire je pense que ça peut ça peut apporter des réponses à certains ménages. Leur slogan, quelque part, c'est chauffer mieux les corps, moins les briques. Comment penser autrement notre pratique du chauffage? Et pour moi, ça a vraiment été une ouverture. Et enfin, j'aurais du mal à vous le résumer comme ça, mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Ils ont un site, donc Slowit, Slowheat. Et voilà, en fait, ça, c'est pour revoir un petit peu, en fait, casser un peu certains a priori qu'on a. On ne peut pas, comme par exemple, on ne peut être confortable qu'à 19 degrés. Voilà, il n'y a pas que la température de chauffage et la température de consigne qui est un indice de confort dans le logement. Voilà, Merci c'était. Chloé pour ce témoignage. Est-ce Merci qu'on a beaucoup. d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Je vois que dans le chat, il y a aussi un outil qui est proposé, le Domiscore. Je ne sais pas si tu connais, Aurélien. Ça me dit quelque chose. Oui, on l'a déjà relayé dans les outils sur le site du rappel. Attendez, Damien, je vous laisse la parole si vous voulez bien en parler plus longuement, enfin très rapidement, mais Est-ce que vous m'entendez? oui. Oui, donc oui, le Domiscore, moi, je l'avais découvert durant un des webinaires proposés par l'ANA et puis par aussi les rencontres régionales de l'ANA là, qui a eu lieu, là, je crois bien, au septembre-octobre. Donc en fait, ouais, c'est un moyen aussi d'identifier si le logement, en fait, il va être confortable, s'il va être sain pour la santé, parce que c'est un outil qui est développé par l'ARS. Et donc, je pense qu'il a vocation à prendre plus d'ampleur. Et donc, comme outil, ça peut être intéressant, pas que pour la précarité énergétique, mais aussi bien pour savoir si le logement il est sain. Mais comme on disait tout à l'heure, hein, la précarité souvent énergétique, elle est liée aussi au logement qui peut être dégradé. Donc, je pense que cet outil, il est intéressant à découvrir et à voir s'il peut être mis en place dans le cadre d'accompagnement de personnes. Mais bon, après, à voir, ça prend du temps et je pense qu'il faut quelqu'un qui soit formé pour pouvoir aller visiter aussi le logement, puisqu'en fait, il y a quand même pas mal de termes que si on n'est pas du métier, mais en fait, les personnes qui vont pas pouvoir le faire par eux-mêmes, donc le résultat sera peut-être pas attendu par rapport à ce qui est escompté si c'est pas un conseiller qui se déplace. Merci Damien. Est-ce qu'on a une autre prise de Merci parole? beaucoup. Alors là, moi, personne En même ne temps, il lève est la main. 29.
vais ajouter dans le chat les liens vers le Domiscore et vers Slorid, et peut-être éventuellement Aurélien et Anne-Valérie, vous pourrez aussi les ajouter dans les slides. Mm. Et je pense qu'effectivement, on peut conclure. Et puis, dans tous les cas, Ouais. vous avez les coordonnées voilà, qui s'affichent d'Anne-Valérie et d'Aurélien. Donc, si vous cherchez un outil ou si vous voulez en relayer un auprès de la grande communauté et du réseau qu'elle rappelle aussi, n'hésitez pas parce que c'est vraiment comme ça que ça avance. Donc, un grand merci pour vos retours. Pour information, donc vous pourrez retrouver donc, l'intégralité du support ainsi que le replay d'ici quelques jours, soit si vous êtes membre du réseau France Rénov sur Extra Rénov, comme d'habitude, soit si vous êtes externe sur le site du rappel, et ce sera aussi relayé dans la prochaine newsletter mensuelle du rappel. Et puis, vous avez la possibilité, à la fin du webinaire, si vous avez encore 1 ou 2 minutes à nous accorder, il y aura un questionnaire sur voilà, ce que vous avez pensé du webinaire. Et puis, si vous avez aussi des thématiques à proposer pour de prochains webinaires France Rénov', on est en train de travailler sur la programmation 2026. J'ai vu passer des choses dans les questions-réponses, voilà, autour des bailleurs, des outils d'hypothèque, etc. Et on ne pourra pas tout prendre, mais ça nous intéresse toujours voilà, de vraiment prendre votre température. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question. Et puis, un très, très grand merci donc, aux 3 conseillères et conseillers France Rénov qui ont pris le temps, de partager leur expérience, leur tâtonnement aussi, voilà, leur recherche. Et puis merci au réseau Rappel, à Aurélien et Anne-Valérie pour l'organisation de ce webinaire en lien avec l'ANA. Si vous êtes membre du réseau France Rénov, j'en profite juste, il y a un webinaire sur la formation, et on en parle. Alors, il n'y a pas encore de formation précarité énergétique dédiée, mais des ressources vous ont été présentées. Mais sur d'autres sujets, un webinaire mardi 9 décembre prochain à 13h30 qui présenteront les résultats de l'enquête sur formation qui a été menée cet été et qui vous présenteront aussi les différentes évolutions des formations en 2026. Donc le 9 décembre à 13h30. C'est relayé en flash actu, vous aurez le lien prochainement. Aurélien, Valérie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Merci à toi, Non, Constance. merci à vous toutes et tous. Et à Parfait. bientôt. Un grand merci, à bientôt, au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Bon après-midi.